Bonjour, ici Omnic pour un nouvel épisode de JDR Paresseux. Aujourd'hui, je vais vous parler de maîtrise de jeu de rôle. Parce que j'entends souvent des gens demander bon, comment est-ce que je fais pour commencer à maîtriser, je suis intimidé par la maîtrise de jeu, etc. Il y a quand même plusieurs conseils, je dirais, sur Internet pour apprendre à maîtriser. Souvent axés davantage vers des jeux comme Donjons et Dragons, ou des jeux médiévals fantastiques du moins. Je voudrais prendre un angle un peu différent, parce que moi, vous le savez, un de mes buts avec cette chaîne-ci, c'est de vous faire découvrir plein de nouveaux systèmes. Et souvent, c'est à la personne qui découvre le système de le proposer. Et si cette partie nécessite un maître de jeu, ben c'est surtout la personne qui connaît les règles qui va évidemment se proposer pour être maître de jeu. Même dans les jeux de rôle sans MJ, il faut souvent un facilitateur ou une facilitatrice qui connaît bien les règles pour aider à diriger un peu les choses pendant la partie. Donc, je voudrais spécifiquement vous parler de mon approche, mes trucs pour maîtriser un nouveau système. Parce que quand on approche un nouveau système auquel on n'a pas nécessairement joué, mais qu'on doit être la personne pour le maîtriser, ça peut venir avec beaucoup d'anxiété, évidemment, avec beaucoup de questions. Puis, souvent, on a l'impression que c'est une montagne de travail. Je vais vous montrer que c'est pas nécessairement le cas. Euh, Est-ce que vous avez besoin de lire le livre au complet avant de pouvoir le maîtriser? Non. La réponse est non. Après, est-ce que ça se peut que ça soit plaisant pour vous, que ça soit quelque chose qui vous mette en confiance? Bien sûr. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo doit être adapté à votre style d'apprentissage. Donc, je ne vais pas vous dire que vous ne devez pas en aucun cas lire le livre au complet. C'est plutôt si vous n'en avez pas le goût, si vous n'en avez pas le temps, il y a d'autres manières de faire et d'assimiler l'information et que ça soit plus pratique même pour vous, pour y avoir accès pendant votre partie. Donc, je vais y aller avec quelques astuces. En premier, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de comprendre la boucle de jouabilité, ou ce qu'on appelle en bon français le gameplay loop, au lieu justement de lire toutes les sections sans vraiment porter attention particulièrement à cette boucle de jouabilité. Euh, dans des jeux qui sont relativement bien construits, généralement, au début, on devrait vous présenter, entre autres, la méthode de résolution. Tu sais, les types de dés, les bassins de dés, est-ce qu'il y a une tour Jenga, peu importe. On devrait aussi vous dire en détail euh, qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce que vous allez jouer, quel type d'aventure vous allez jouer. Puis souvent, ça va nous donner une idée où est-ce que votre personnage va commencer, vers où il s'en va, c'est quoi leur objectif. Par exemple, dans un jeu comme Donjons et Dragons, on s'attend à ce que vous formiez un groupe plus ou moins cohérent qui va aller sur des aventures, peut-être dans des donjons, peut-être sur des scénarios préfaits du commerce, des choses comme ça. Mais il y a certaines attentes par rapport au fait qu'on soit un groupe qui travaille ensemble, par exemple. Que vous allez faire des combats, donc vous devez comprendre qu'est-ce qu'est un combat dans Donjon Dragon, qu'est-ce que ça implique, etc. Là, c'est pas tous les jeux qui ont des combats, évidemment. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de vous donner des astuces qui sont pas centrées sur un système ou un type d'aventure en particulier. L'important là-dedans, là, c'est que vous compreniez c'est quoi les trucs les plus essentiels pour faire l'expérience de jeu qui est requise par le jeu. Un autre exemple avec les jeux propulsés par l'Apocalypse. La meilleure chose, c'est de commencer par l'agenda, les principes. En fait, c'est les trucs qui vous disent sur quoi porte le jeu, puis qu'est-ce que vous devez pousser en jeu. Euh, des fois, c'est du côté du maître de jeu, mais de plus en plus, c'est aussi du côté des joueurs et joueuses qui ont aussi des principes et des objectifs, pas seulement en tant que personnage, mais en tant que joueur et joueuse, pour faire avancer la partie. Donc ça va vous aider à bien saisir c'est quoi l'expérience qui doit être produite par le jeu. Une des manières principales que j'utilise pour comprendre la boucle de jouabilité, si c'est pas ouvertement dit dans le jeu dès le départ, c'est d'aller regarder la fiche de personnage. Parce qu'une fiche de personnage bien construite devrait vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur ce qui est important dans ce jeu. S'il y a beaucoup de statistiques de combat, vous savez qu'il va y avoir des combats. S'il y a des listes de compétences qui sont assez flexibles, assez ouvertes, vous allez savoir, je peux créer des personnages assez diversifiés qui font différents types de trucs, puis ça se peut que le combat soit traité de la même manière que des compétences sociales, par exemple. S'il y a une jauge de stress, c'est une des seules choses qui apparaît sur la fiche de personnage, c'est une jauge de stress.
une chose de santé mentale, peu importe, là, vous savez que c'est sur ça que la tension, en fait, dans le jeu va porter. Tu sais, tous des choix comme ça, vous n'avez pas besoin de comprendre tous les tenants aboutissants, évidemment, du game design qui est derrière. Mais ça va vous donner une impression de... ça va, bon, là, je sais qu'il faut que j'aille lire plus sur la santé mentale, par exemple. Oui, il va falloir que j'aie en tête le fait que je vais devoir un jour me référer aux règles de combat parce qu'il risque fortement d'avoir un combat. Et pour renchérir là-dessus, ma prochaine astuce, c'est de créer un personnage. Et je parle même pas en ce moment de créer des personnages préfaits pour donner après à vos joueurs et joueuses, quoi que ça pourrait le devenir. Non, c'est vraiment de créer un personnage pour vous, pour saisir de manière la plus pratique possible comment est-ce qu'on commence le jeu, parce que généralement on commence par la création de personnages. Puis si vous avez des questions, si vous dites en fait la fiche parle de tel concept mais c'est pas expliqué, il n'y a pas le numéro de page, ça, ben là vous pouvez aller voir dans l'index, vous pouvez aller voir dans la table des matières, tout ça, pour essayer de retrouver. Puis là vous allez savoir vers quoi vous devez aligner les joueurs et joueuses quand ils vont créer leur personnage, parce qu'ils vont avoir probablement les mêmes questions que vous. Et une fois que vous avez ce personnage-là, vous pouvez même essayer de reproduire une scène ou un combat ou ce que vous voulez. Pas quelque chose de très complexe, là. C'est un peu ce que vous feriez dans du jeu de rôle solo, mais le but, c'est pas de recréer une histoire, de refaire une campagne solo, là. Le but, c'est juste de voir c'est quoi les outils que vous avez comme personnage et que vous pouvez mettre en œuvre dans cette scène-là. Et quelles règles est-ce qu'il vous faut pour pouvoir la mettre en scène. Par exemple, vous dites, bon, ben là, je vais mettre mon personnage qui est dans une embuscade sur la route par des brigands. Ben, qu'est-ce qu'il me faut pour ça? Je voudrais attaquer sur ma fiche de personnage. J'ai un bâton, je vais attaquer. C'est quoi les règles de combat? Est-ce que je les ai? Sinon, où est-ce qu'ils se trouvent? Les brigands, est-ce qu'il y a des statistiques pour les brigands ou est-ce que c'est des choses que je dois faire on the fly, à l'improviste? Est-ce qu'il faut que je fasse une battle map? Est-ce qu'il y a des distances en pied? Ou... Tu sais, ça peut aller assez dans le nitty-gritty, comme on dit. Mais ça dépend du jeu. Il y a des jeux qui sont pas mal plus dans le théâtre de l'esprit, comme on dit, le theater of the mind. Il y a des jeux aussi où, comme je disais plus tôt, tout est traité un peu de la même manière que ce soit un combat ou non. Fait qu'on a peut-être juste besoin de savoir les 4 grandes actions du jeu. Puis ça m'amène directement à ma troisième astuce, qui est de créer une aide de jeu personnalisée. C'est possible qu'il en existe déjà. D'ailleurs, je vous encourage à aller chercher ce qu'on appelle des cheat sheets aussi, avec un résumé des règles importantes pour le jeu. Puis c'est très utile, évidemment. Puis s'ils sont déjà faits, ça peut vous sauver du temps. Puis ici, on aime ça, sauver du temps, vous le savez. Cela étant dit, personnellement, je trouve que d'écrire ma propre référence, ça m'aide premièrement à m'en souvenir. Surtout quand on l'écrit à la main en premier, on s'est prouvé que ça aide à mémoriser. Mais aussi, ça se peut que les choses qui sont jugées comme importantes ou l'ordre d'importance de ce qui est sur les fiches officielles n'est pas nécessairement ce qui est le plus important pour vous. Dépendamment de la façon dont vous fonctionnez ou sur quoi vous voulez mettre l'accent, etc. Donc ça peut être une bonne chose à partir de votre expérience, à partir peut-être même de vos frustrations à essayer de jouer une scène dans ce jeu, de mettre en ordre cette feuille de référence qui va vous suivre tout le long de votre carrière de maître de jeu pour ce jeu. Mais c'est quand même utile d'aller chercher des ressources à l'externe, ça c'est sûr. C'est pour ça que de trouver des communautés sur Reddit, sur Discord, peu importe là où vous vous tenez, ou juste en faisant des recherches Google pour voir s'il existe des groupes existants, des fandoms, des fois des wikis même pour certains jeux, ça peut vraiment vous aider parce que c'est très très possible et même plus que probable que d'autres personnes aient eu les mêmes questions que vous sur ce jeu-là. Poser la même question de clarification d'une règle ou c'est pas dans tel cas qu'est-ce qui se passe ou même juste la bonne vieille question comment est-ce que je commence, qu'est-ce que je fais devant mes joueurs, tu sais quoi, même la première scène qu'il faut que je fasse, toutes des choses comme ça qui peuvent vous être utiles. Donc je dirais d'aller chercher dans la communauté. Dans certaines communautés, il y a des gens aussi qui font des actual play, qui ont peut-être joué à ces jeux-là, qui ont fait des critiques. Il ne faut quand même pas nécessairement d'aller voir tout de suite des critiques comme telles parce que ça peut vous biaiser d'une manière qui n'est pas représentative de vous, comment vous allez vivre le jeu. Mais les actual play, même d'en regarder juste comme 30 minutes ou juste d'avancer puis de dire ok, ça c'est du roleplay, je vais aller au moment plus crunchy.
sais, choisissez ce que vous avez besoin, allez voir Actual Play, puis ça va vous donner aussi le ton, le vibe du jeu, parce qu'on le sait, les jeux de rôle, ça peut être lu, mais c'est quelque chose d'autre quand c'est vécu. Tout en gardant en tête, évidemment, que votre groupe sera différent de ce groupe-là, ils n'ont peut-être pas les mêmes compétences, par exemple, de roleplay, d'improvisation, tout ça, mais le but, c'est pas de se comparer. Le but, c'est d'avoir un feel de comment se passe une partie de ce jeu-là. Puis il y a une autre façon aussi d'aller dans cette même direction, sans avoir à regarder d'actual play, tout ça, c'est de s'inspirer. De plus en plus, les jeux de rôle, puis ça, je trouve ça génial, ont des listes de références, par exemple de films, d'autres jeux, de jeux vidéo, de séries, peu importe, d'art même, qui ont directement inspiré les game designers lorsqu'ils ont fait ce jeu. Et ça, je trouve ça génial. Il y avait même ça dans la version originale de D&D, avec la fameuse annexe, que je vous encourage à aller chercher si c'est des choses qui vous intéressent. Mais de plus en plus, les jeux, surtout quand on va dans les PBTA, par exemple, qui essaient de recréer des genres en particulier, donc peut-être moins dans les jeux généralistes, mais dans un jeu comme Monster of the Week, qui essaie de recréer du Supernatural, du Buffy, des épisodes comme ça, ben ça serait, si vous connaissez pas les références, ben pourquoi pas aller regarder un épisode ou deux, aller lire sur les wikis, aller écouter même la musique. Des fois, il y a des gens qui font des playlists pour leur partie, comme j'en ai fait une pour ma partie de Monster Arts, par exemple. Puis souvent, ces playlists-là sont publiques. Donc, ça peut vous donner une idée de c'est quoi l'ambiance qui est recherchée dans une partie. Puis moi, personnellement, je trouve ça utile en préparant une partie. De pas juste connaître le côté rationnel des règles, mais aussi c'est quoi le vibe, l'expérience qui est recherché plus sensuel ou esthétique. Puis une fois que vous avez tout ça, bon, vous voulez mettre en place la partie, vous parlez à vos joueurs et joueuses, essayez d'avoir un pitch de vente. Des fois, les jeux viennent avec, mais essayez de rendre ça vendeur à partir de ce qui vous attire, vous, dans le jeu. Faites une session 0 où vous pouvez faire ce pitch. Moi, je suis toujours pour les sessions 0. Peut-être pour les one-shots, c'est plus difficile de rentrer ça à l'intérieur, mais faites ce que vous pouvez pour essayer d'expliquer le jeu de la manière la plus claire possible parce que il faut aussi que vous transfériez vos connaissances. Si vous avez lu tout le livre, évidemment, vous ne voulez pas faire un info-dumping de toutes ces informations-là sur votre groupe. Mais sur ce qui est important, sur ce que vous avez noté, sur comme c'est quoi le ton de la partie, c'est quoi ce que les personnages vont faire, c'est quoi leur objectif, c'est quoi, y a-t-il des sujets particuliers qu'on va aborder ou qu'on veut pas aborder. Ça d'ailleurs, si vous voulez une ressource particulière, je vous encourage à aller voir Cats. Si vous tapez Cats TTRPG ou quelque chose comme ça, c'est une des premières ressources, je pense, qui va sortir. C'est un truc très simple, très court, qui est en 4 parties. Qui vous demande de faire, dans le fond, une petite fiche où vous décrivez c'est quoi le concept, c'est quoi les attentes par rapport au personnage, c'est quoi le ton, par exemple horreur, humour, tout ça, et c'est quoi les sujets potentiellement difficiles ou plus problématiques qui pourraient être abordés. Puis juste ça, c'est un exercice super pour transmettre ce que vous voulez aux joueurs et aux joueuses. Et avant de finir, je voulais quand même aborder le fait qu'il y a des jeux qui sont avec des boîtes d'initiation. Je pense à Alien, City of Mist, Donjons et Dragons, évidemment, on a fait plusieurs. Il y en a plein qui sont des boîtes d'initiation, qui viennent avec un scénario préfet, des personnages préfets, qui sont faits pour transmettre sans avoir besoin d'un maître de jeu qui connaît déjà ça. C'est une très bonne alternative. Puis si c'est un jeu qui vous plaît, allez-y, essayez-les. Ils sont peut-être pas toutes également intéressantes. Ça se peut que la qualité diffère, mais au moins ça vous permette beaucoup, beaucoup de préparation. Donc, si c'est pour vous, c'est une alternative au reste, mais je vous dirais quand même d'essayer, même si vous utilisez une boîte d'initiation, essayez de créer un personnage par vous-même, essayez d'aller voir des actual play, tout ça. Ça peut pas vous nuire. Là-dessus, j'espère que vous allez avoir des expériences intéressantes à essayer des nouveaux systèmes, parce que c'est certain que je vais continuer à vous en suggérer. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé l'épisode sous Bluebeard's Bride sur ma chaîne, je vous conseille d'aller le voir. Et si vous avez des questions, même sur comment maîtriser ce système-là ou d'autres systèmes indépendants dont je parle, qui sont moins connus, venez sur le Discord du projet 32. Il y a le lien dans la description de la vidéo et ça va me faire plaisir d'y répondre.
Là-dessus, à la prochaine et continue de paresser.